Cette semaine, pour la première émission de Plaisir d'été au Kamouraska, on vous propose l'expérience Kamouraska avec les deux guides Charles de Blois-Martin et Alexandre Bibeau de la MRC de Kamouraska. Et moi et Simon, on va essayer de trouver le soleil qui se cache un peu en dessous des nuages. Il est là, il est là. Mais oui, mais c'est sur un autobus, Simon, le vrai soleil. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Alors, on passe la journée ensemble. Alors, je m'appelle Charles de Blois-Martin. C'est très long, mon titre. Je suis conseiller socio-économique et coordonnateur du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska à la MRC de Kamouraska. Alexandre Bibeau, agent de développement au parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et votre guide aujourd'hui. Alors, Expérience Kamouraska, ce sont des tours guidés qui sont tout à fait uniques au Québec. Dans le fond, on emmène les gens, les visiteurs, les touristes pendant une journée à vivre ni plus ni moins que 350 ans d'occupation du territoire, mais toujours en partant du fleuve vers le Haut-Pays. Alors, c'est un projet qui a été initié par le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et qui visait comme objectif d'accroître la connaissance du territoire auprès de nos visiteurs. Alors, dans le fond, on visite 6 municipalités durant la journée, de Kamouraska, Saint-Denis, Saint-Pacôme, Mont-Carmel, Saint-Bruno. Alors, c'est vraiment une façon, ça le dit, expérience aux 5 sens. Donc, autant les gens en apprennent sur l'histoire, sur l'architecture, sur les premières traces des Amérindiens, sur les activités économiques, sur les changements qu'il y a eu dans l'histoire du chemin de fer jusque dans la partie au niveau de l'histoire forestière. Alors, les gens aussi rencontrent des personnages, je dirais, étonnants. Donc, c'est pas juste une activité guidée. Les acteurs, les citoyens d'ici sont en quelque sorte eux autres mêmes les guides de cette expérience-là. Et on a un dîner qui est pris en haut du belvédère de Saint-Pacôme, qui est probablement un des plus beaux belvédères de la région, avec des produits du terroir, des saveurs, que ce soit anguilles, fumée, saucisson, fromage. Donc, l'expérience est aussi gustative. Et on termine l'aventure, assez originale, à Saint-Bruno, au pied d'un presbytère où on se fait raconter l'histoire de ce village-là en dégustant des champignons forestiers comestibles, issus du projet de mycotourisme aussi qu'on mène en partenariat avec Bioptère. Et bien sûr, de la bière de la microbrasserie Tête d'Allumette. Alors, c'est vraiment un produit 100 Kamouraska. Et je dirais aussi que c'est probablement un des produits touristiques uniques au Québec, mais qui vise ici, dans notre région, à montrer toute la complémentarité qu'il y a entre le littoral et le Haut-Pays. Alors, c'est un projet qui est donc régional et qui est complémentaire aux attraits touristiques en place et aussi à l'offre importante au niveau du tourisme gourmand, au niveau de l'hébergement, de la restauration, parce que les gens, c'est toute la journée, c'est au départ de Kamouraska à 9 h et on revient à 4 h 30. Alors, je pense que les gens dans la clientèle dans l'hébergement, ils voient vraiment un intérêt à garder le plus longtemps possible nos visiteurs. Le fleuve Saint-Laurent, un incontournable dans la région du Kamouraska. Outre le fait qu'on peut être témoin des plus beaux couchers de soleil au monde, le fleuve regorge d'histoire et c'est au berceau de Kamouraska que nous en apprenons un peu plus. Alors, donc, on est au berceau de Kamouraska. Alors, comme on disait tantôt, c'est ici que tout a commencé, mais avant de parler vraiment de la fonction du berceau ici, on va parler du fleuve. On va parler vraiment du paysage dans lequel on se trouve. Alors, même si vous venez d'ici, je pense qu'on
on peut toujours s'émouvoir de la beauté des lieux ici. Alors le fleuve, dans le fond, il faut comprendre que c'est la première veine du pays. C'est ici que tout commence, les échanges commerciaux, autant des Autochtones, des Européens, et beaucoup plus tard, au 19e siècle, c'est ici que ça se passe. S'il y a de quoi retenir au niveau du fleuve, c'est la présence exceptionnelle au niveau des ressources qu'on a. OK? Alors, les premiers groupes probables au niveau des montagnais, on parle de, il était ici peut-être autour de 3000 à 7000 ans. Ils ne se sont pas établis vraiment foncièrement sur le territoire. On dit qu'ils fréquentaient beaucoup les îles sur le fleuve. On va en parler tantôt. Alors, il y avait un régime où, durant l'hiver, on chassait le gros gibier, OK, dans le haut pays. Alors, qu'est-ce qu'on chassait d'après vous? Y a-t-il des chasseurs parmi vous? Comme gros gibier, on chasse quoi? Oui, gros gibier, on va en parler du beluga. Mais là, la chasse dans le haut pays, l'orignal, le caribou, OK, il s'en est chassé à Mont-Carmel pendant un bout, mais pas le chevreuil, effectivement. Moi, j'aime ça détruire des mythes, là. On aime ça, nous autres. Hein? Le cerf de Virginie, il n'y a aucun chevreuil, dans le fond, qui arrive ici avant 1860-70. Alors, c'est pas vrai quand on dit que les Autochtones chassaient le chevreuil, c'est pas vrai. Alors, c'est une bête, dans le fond, cerf de Virginie, qui va monter dans le territoire avec l'occupation qui va s'intensifier aux États-Unis. Par contre, castor, comme on disait tantôt, caribou, etc. Alors, l'été, les Malécites, les Micmacs, dans le fond, ici, avaient un régime d'été. Alors, quand on descendait le long du fleuve, alors là, c'était la pêche, même des coquillages. On sait que c'était dans le régime alimentaire des Autochtones. Alors là, des ressources au niveau du fleuve, au niveau du poisson, des histoires de pêche, on en a. Qu'est-ce qu'on a comme poisson? Vous en connaissez sûrement. Donc, du saumon, la sardine, capelin, l'esturgeon, de la lauze. Alors, vous savez qu'en 1914, on va pêcher un esturgeon de 11 pieds, 400 livres. Je ne suis pas sûr qu'on parle de pêche et non de chasse à ce grosseur-là. Alors, il est empaillé dans le Musée de Québec, d'ailleurs. On voit que les Rangers anglais, quand ils débarquent ici, ils disent dans leur témoignage qu'ils ramassent des barils de saumon salé, OK? Fait qu'ils vont en ramasser des affaires, les Rangers. Il y a même une sardinière aussi à Saint-André, au début du 20e siècle. La pêche anguille, là, l'anguille, on va en parler. Aujourd'hui, c'est probablement la pêche la plus importante. Déjà en 1901, ici, il y a 180 pêches. Frontenac, vous vous rappelez de Frontenac, un petit peu votre histoire, au 17e siècle, il avait dit que l'anguille était la manne de tous les habitants. En direction du quai à Kamouraska, nous avons droit à la légende du loup-garou. Vous pouvez retenir votre souffle quelques instants, mais n'oubliez pas qui vous raconte cette histoire. Dans la très sérieuse et crédible Gazette de Québec, le journal La Gazette, hein, de Gazette maintenant, on apprend qu'à Saint-Roch, puis au Cap Kamouraska et au Kamouraska, il y a un loup-garou qui terrifie la population, qui décime les élevages. Enfin bref, il est en train de mettre le trouble dans la place. Mais là, le monde, il retourne en ville, là, puis il écrit ça dans le journal, puis c'est publié. Loup-garou à Kamouraska. Ah ben, un mois plus tard, pas content d'avoir juste écrit ça, on récidive, puis là, on dit qu'on a vu le loup-garou sur les côtes se rendre jusqu'à Québec, où il aurait été aperçu sous l'aspect d'un bel homme, un gevaudan, comme on disait. Encore toute une affaire. Un an plus tard, encore un article dans la Gazette, là, comme quoi que le loup-garou a été revu à Kamouraska, mais cette fois-ci, la population aurait armé les animaux. Armé les animaux, juste ça, là. Armer les animaux, tu lui donnes quoi pour qu'ils soient armés? Enfin bref, ils ont armé les animaux et les animaux ont réussi à faire fuir le loup-garou, mais attention, il pourrait être encore présent. Tout ça dans la très crédible Gazette. Pour les sceptiques, par contre, je vous invite à vous rendre au musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli. Dans les artefacts du musée, on retrouve une griffe de loup-garou qui serait datée des années 1800. Une griffe en métal forgé, un espèce de poing américain finalement. Voulez-vous me dire pourquoi qu'un forgeron dans les années 1800 aurait forgé une griffe, un poing américain en forme de griffe de loup-garou?
Je vous laisse ça à votre mémoire. En direction de Saint-Denis de la Bouteillerie, nous prenons en chemin un personnage important de cette municipalité, Jean-Charles Chappet. Cet ancêtre du 19e siècle était un homme d'affaires et un homme politique. Il est considéré comme l'un des pères de la Confédération canadienne. En 1845, il sera le premier maire de cette municipalité. Saint-Denis est donc un lieu où l'élite politique et religieuse est très présente et donc a exercé une influence assez importante. Le village de 1833, comme on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, la femme de Jean-Charles Chappet, imaginez avoir été 10 000 $. Alors à l'époque, c'est énorme comme montant d'argent. Ici, souvent, on dit Saint-Denis, au quoi qu'on l'appelle? Saint-Denis, village aux deux cœurs. Aux deux cœurs. Alors, c'est en raison parce qu'il y a un premier établissement qui se fait un petit peu juste au sud ici, qu'on va prendre tantôt vers Saint-Philippe, vis-à-vis le... C'est ça, ce qu'on appelle le rang du Bras. Hein? Il y a une petite rivière qui passe vers là. Et parce que Jean-Charles Chappet, on se revient mêlant, mais il y a eu cinq générations, cinq descendants, dans le fond, de la famille qui ont porté le nom de Jean-Charles Chappet. Et il y en a qui déjà l'ont repéré. L'église ici de Saint-Denis est la plus haute flèche du comté. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est très élevé. Il y a même l'anthropologue américain, là, Horace Minor, qui va venir ici puis qui va écrire un livre que certains d'entre vous connaissez. Puis il avait pris une photo en haut du clocher. Alors, il décrivait la vie à l'époque, au milieu du 20e siècle. Mais c'est tout de même la seule église qui est donc orientée, pas du tout comme les autres, parce que généralement, c'est orienté vers l'est. Fait comme ça, orienté du côté sud, ça a pris une autorisation spéciale. Il y en aurait une autre, je crois, dans le cas de Saint-Michel de Bellechasse. Je vais vous parler, moi, un peu de mon bon ami, le souriant Édouard Cartier. Ça a l'air très souriant, oui. Qu'on pourrait aussi appeler par son petit nom, Ed, le curé Ed. Ed, il faut savoir que c'est tout un personnage pour le Kamouraska. Il a rendu, entre autres, célèbres certaines croix. La croix de tempérance. Croix de la tempérance que vous avez certainement vu dans les maisons et les sous-sols de toutes nos vieilles maisons. Édouard Cartier, entre autres, dans les choses qu'on connaît de lui, c'était un grand orateur. Quelqu'un qui faisait des homélies enflammées, ça déplaçait les foules pour venir l'entendre. C'était à une époque d'orateur aussi dans l'écurie. Il y avait le Chiniki aussi à Saint-Pascal en même temps. Puis ici, on avait Cartier. Cartier serait le premier dans une de ses homélies à avoir dit que le ciel est bleu puis que l'enfer est rouge. Oh mon Dieu. Faut se souvenir que son meilleur ami, c'était Chappet, Ouais, c'était un bleu. qui était bleu. C'est pas un hasard que son église qu'il a construit avec l'aide de Chappet se retrouve sur le terrain du ministre. C'est peut-être pas un hasard non plus que l'église fait dos au fleuve, où il y avait une hôtel et où des gens buvaient de l'alcool et se baignaient. Ça se dénudait le mollet. Non, mais c'est vrai, dans les oui-dire, dans les rumeurs, on dit que c'est peut-être une des raisons pourquoi que l'Église a fait dos au fleuve, parce qu'on faisait dos aux gens de basse vie, puis aussi ça nous permettait de dominer le village. Eh oui, il y avait du pouvoir, notre Édouard. Mais on lui prête aussi un jour de l'an, aux années 1870, autour de ça. Donc c'est le temps des fêtes, les familles réveillonnent, puis on a quelqu'un qui est sur son lit de mort. Il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir. Malheur, tempête de neige au village. Édouard entend parler que le mort est sur le point de mourir. Bon, en fait, celui qui n'est pas encore mort est sur le point de devenir mort. Donc lui, il embarque dans sa calèche, pogné dans la neige, pas capable de se rendre à temps. Il arrive, le mort est déjà mort. Ça marche pas de même. Édouard Cartier ne se laisse pas découdre, il traîne avec lui sa croix de la tempérance. Il est allé voir le mort, il a brandi la croix au-dessus de la tête, il a dit « Mort, lève-toi et embrasse la croix du Seigneur ». Le mort se serait redressé, aurait embrassé la croix et serait remort. Je l'ai lu dans plusieurs légendes, dans plein de versions, mais c'est un des miracles
qu'on lui prête. Mais avec toujours le même résultat, il est mort. Oh, il est mort pareil, mais il a eu son sacrement. Ouais, ouais. Il a eu son extrême-onction. Envoyé au ciel. Il y a plein de légendes un peu loufoques comme ça de lui qui est allé voir des gens sur leur lit de mort pour qu'ils embrassent la croix. C'était vraiment un fervent. Il y tenait, là. Puis ben, la Société de la tempérance. Donc, c'est lui qui a créé ça, avec d'ailleurs ses homélies, ses discours. Et le premier signataire de la charte était nul autre que Jean-Charles Chappet, qui à ce moment-là avait un magasin général et tenait de l'alcool. Et donc, la première chose qu'il a fait, c'est d'arrêter de vendre de l'alcool dans son magasin. Voilà. Après toutes ces histoires, quoi de mieux qu'aller déguster notre dîner en haut du belvédère dans la municipalité de Saint-Pacôme? Un merveilleux repas préparé par le chef Jean Santerre de l'Auberge comme au premier jour. Je dirais que le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska a initié ce projet-là parce que c'est une façon, à quelque part, de faire connaître notre territoire. Et souvent, les gens connaissent bien le littoral, justement, Kamouraska, Saint-Denis, Saint-André, Rivière-Ouelle, mais c'est une façon aussi d'amener les gens à découvrir les attraits qui sont dans le Haut-Pays. OK? Alors ça, c'est vraiment... Puis l'autre chose, c'est, je dirais que la plupart des circuits traditionnels nous emmènent en voiture. Ou à pied à fréquenter différents lieux, alors que là, dans un autobus de luxe de 24 personnes, les gens sont vraiment accompagnés. Alors, c'est une formule qui est unique. En milieu rural, du moins, il y a quelques tours qui se font en ville, mais dans une région, c'est un concept tout à fait original et qui pourrait même être appliqué à d'autres territoires. En fait, le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, c'est un peu un grand chantier sur la fierté, l'identité et le développement de ce territoire-là qui cache d'énormes potentiels de développement, autant au niveau communautaire que récréo-touristique ou même entrepreneurial. Donc, un peu la mission du parc, c'est d'accompagner les 7 municipalités du Haut-Pays, Saint-Onésime, Saint-Gabriel, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Saint-Alexandre, j'espère que j'en ai pas oublié, dans le développement de leurs grands projets. Donc, il y a des agents de développement, il y a des comités dans chaque municipalité qui développent des projets. Et quand il y a des projets à caractère plus régionaux, nous autres, on essaie de faire le maillage entre toutes ces municipalités-là, en tout leur potentiel, toutes leurs bonnes initiatives, puis on tente de les faire rayonner. On fait de l'arrimage, puis on fait de la diffusion pour eux autres. Donc, on va s'assurer qu'il n'y ait pas 3 fois le même projet qui naissent un à côté de l'autre. Plutôt, on va essayer de diversifier nos activités et tout doucement, en développant le Haut-Pays, bon, on crée aussi un effet de balancier avec le littoral. Donc, quand nos visiteurs, nos touristes viennent à Kamouraska, à Saint-Denis, à Rivière-Ouelle, on les invite à monter, venir nous visiter dans le Haut-Pays, dans nos nouveaux produits, dont Expérience Kamouraska. Et comme ça, on prolonge les séjours. Du même coup, on prolonge aussi les séjours sur le littoral. Et en ce sens, le développement du Haut-Pays devient un projet régional. Direction le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, où nous attend Kathleen Saint-Jean de l'épicerie chez Daniel. Même si nous avons bien mangé, il nous reste quand même de la place pour goûter à certains produits régionaux, dont la viande de la ferme Carena. Et encore moi, je vous ai suivi jusqu'ici. Ça me fait encore une fois très plaisir de vous accueillir dans notre magnifique parc municipal, le parc municipal Jean-Claude Plourde. Dans le parc municipal, il y a aussi la piscine Benjamin Drapeau. Ce parc-là a été construit il y a une quarantaine d'années. C'était l'initiative de 2 hommes d'affaires de Mont-Carmel, naturellement M. Jean-Claude Plourde et M. Benjamin Drapeau.
Moi, je vais vous parler plus particulièrement de la vie de M. Benjamin Drapeau parce qu'il y a un parallèle à faire avec les gens de Mont-Carmel, OK? Au niveau de la volonté, au niveau de la résistance et de la résilience, je pense que M. Drapeau nous a ouvert le chemin. Alors qu'à l'âge de 32 ans, M. Drapeau était propriétaire d'un moulin à scie à Rivière-Saint-Denis, ici, là, en montant vers le lac de l'Est. Et la nuit de la naissance de son 5e enfant, atteint du glaucome, il a perdu la vue. Donc, 32 ans, 5 enfants, un moulin à scie. Sans faire de mauvais jeu de mots, la vie semblait bien sombre tout d'un coup pour cette jeune famille. OK? Donc, ils ont vendu le moulin à scie, ils sont venus s'établir ici au village. OK? Monsieur Drapeau, c'est un homme assez autoritaire puis très déterminé. Puis lui, il a décidé que non, il ne resterait pas aveugle. Donc, il a décidé de consulter beaucoup de médecins. Et il est allé même en Ontario, régulièrement à Montréal, voir des spécialistes. Et c'est lors d'une visite de spécialiste que le médecin a dit « Monsieur Drapeau, l'avenir, c'est le bonbon. » Donc là, il a décidé d'arrêter sa quête pour retrouver ses yeux. Il est revenu à Mont-Carmel, il a dit à sa tendre moitié, Annette, Annette, on se démarre une confiserie, on va fabriquer du bonbon, c'est l'avenir. Donc, une construction d'usine, une usine où on fabriquait des suçons puis des bonbons durs. Là, on est dans les années fin 40, début 50, OK? Donc, ça démarre avec les suçons, mais rapidement, M. Drapeau s'est rendu compte que les suçons, c'était peut-être pas autant l'avenir que ça. Donc, il s'est mis à embouteiller de la melasse et à fabriquer un sirop doré, le sirop doré Sportman. Les plus âgés d'entre vous se rappelleront d'avoir vu sur les tables Sportman, sirop doré, melasse et sirop de table. Monsieur Drapeau était un homme très déterminé. Oublions pas qu'il était aveugle. Puis il était à peu près avec son épouse puis une belle-sœur, les seuls à opérer l'usine. Il a tout fait fabriquer dans l'usine pour sa condition de non-voyant. OK? Donc, il n'y avait pas de lumière dans cette usine-là, mais il y avait beaucoup de bip-bip. On marchait, puis on pouvait savoir, il y a une marche, il y avait un washer, il y a 2 marches, il y a 2 washers, ça rentre. Tout était fabriqué. C'était un homme excessivement déterminé. C'est un monsieur ici à Mont-Carmel. Moi, je suis une fille de la place, puis je me souviens quand monsieur Drapeau rentrait à l'église avec sa canne blanche, on se tassait, il en imposait. C'est un homme vraiment, là, tu sais, puis il était quand même aveugle. Où le parallèle, quand je dis les gens de Mont-Carmel, c'est des gens déterminés, c'est des gens qui voient grand. Mais M. Drapeau, même si il ne voyait pas, c'était un homme qui voyait grand. En 70, il avait fait construire, à la fin des années 60, il avait fait construire une piscine pour ses enfants. Au village. Puis nous autres, bien, tous les jeunes du village, on allait se baigner chez M. Drapeau parce qu'en plus, il était accueillant. OK? Donc, tous les enfants. Et la piscine a écrasé suite à une tempête de neige. Et M. Drapeau, il a dit à M. Plourde, ça se peut pas que les enfants du village puissent pas bénéficier d'un loisir gratuit, d'un loisir aussi intéressant qu'une piscine municipale. Donc, ils ont décidé de faire construire la première piscine municipale au Kamouraska. C'était il y a 40 ans, une piscine creusée. Donc, c'était quand même assez novateur pour l'époque. Nous autres, on en est encore très, très fiers de cette piscine-là. Puis ça n'a pas été nécessairement facile. Il a dû se battre un peu avec le clergé. Parce que des années 70, là, c'était pas vraiment bien vu, les petites filles en maillot de bain au parc municipal dans les villages. Alors, puis M. Drapeau, après être venu s'établir au village, il a eu 5 autres enfants et une chance qu'il y a eu 5 autres enfants parce que Daniel ne serait pas là. C'est le père à Daniel de l'épicerie, tantôt que vous avez rencontré. Donc, nous autres, à Mont-Carmel, on aime bien le bonbon. La preuve, on fait notre nom avec les bonbons. Merci. Dernier arrêt, Saint-Bruno de Kamouraska. Pour la fin de cette expérience, rien de mieux que de savourer, en bonne compagnie, une bonne bière froide de la microbrasserie Tête d'Allumette et des champignons fraîchement cueillis à la pourvoirie des Trois-Lacs. Notre guide nous informe sur la nouvelle activité qui attire de plus en plus de personnes dans cette magnifique région, le mycotourisme. Le
mycotourisme, vous connaissez, donc c'est la pratique de ramasser du champignon sauvage comestible. Il y en a sûrement une douzaine ici. On a un guide, Isabelle va vous en parler, un guide documentaire. Alors, c'est un projet qu'on a développé il y a à peu près 3-4 ans avec Bioptère, que vous connaissez peut-être, qui est un centre de collégial de transfert de technologie à la Pocatière qui sont spécialisés dans les produits forestiers non ligneux. Alors, avec la Pourvoirie des Trois-Lacs et le groupement forestier, puis plusieurs organisations de la région, dont la MRC, CLD et SADC, on a parti ce projet-là, puisqu'à Saint-Bruno, dans le fond, ils ont toute l'infrastructure pour recevoir des gens. Alors, une pourvoirie, ce n'est pas juste de la chasse et de la pêche. Santé! Alors, la clientèle, je vous dirais, qui est visée dans Expérience Kamouraska, je dirais que c'est à peu près tout le monde. Néanmoins, bien sûr, ça s'adresse peut-être plus aux jeunes familles, mais c'est tout de même une journée. Alors, les gens qu'on a actuellement, c'est des gens d'un peu partout du Québec. On a beaucoup de retraités, on a beaucoup de femmes aussi, on a beaucoup des gens, donc, qui sont attirés par l'aspect découverte d'un tel produit. Alors, je vous dirais, c'est vraiment un produit qui est fait vraiment pour tout le monde. Et bien sûr, un produit qui est fait pour les gens de la région, parce que, dans le fond, la clientèle nous montre qu'on a à peu près 40 % des gens de la région actuellement qui font le tour guidé, parce que c'est une façon, encore une fois, de découvrir leur propre territoire. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, amour, Kamour, amour, Kamouraska.